président de ce panel. Dans ce panel, donc, nous allons avoir plusieurs personnalités de la spécialité. Donc, on va parler d'hydrogène vert. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre aujourd'hui, il y a ceux qui commentent un peu la mise en place d'une stratégie pour l'hydrogène. Et donc, ce panel est intitulé « Hydrogène vert, défis et opportunités » et rôle dans la transition énergétique. Effectivement, le rôle de l'hydrogène va être un rôle crucial dans la transition énergétique, étant donné qu'on vise la décarbonation et les accords de Paris sur lesquels la Tunisie a été signataire stipulent évidemment une série de mesures. Donc, comme première mesure, bien sûr, économie d'énergie, sobriété énergétique, utilisation des énergies renouvelables, électrification des usages d'une manière globale et, in fine, l'hydrogène vert comme vecteur énergétique et comme moyen pour couvrir les besoins là où l'électricité renouvelable n'arrive pas à le faire. Donc là, ça va être un panel où on discute de tous ces aspects et je vais donner la parole à Monsieur le Président du panel, Son Excellence Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur Wael Chouchen, pour parler effectivement du positionnement de la Tunisie, des opportunités qui nous sont offertes dans ce domaine-là et pour cadrer le panel. Monsieur le secrétaire d'État, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Good morning everyone. Merci Siché pour cette introduction. Excellences, chers députés, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour assister à ce panel sur un sujet qui, comme disait Sichieb, est un sujet d'actualité certes, et qui est un sujet qui fait couler de l'encre, je dirais, où il y a un débat, où il y a des défenseurs et je ne dirais pas détracteurs, mais des partis qui défendent moins. Et ce genre de panel et ce genre de forum est l'occasion justement pour échanger sur ce sujet très important. Je vais peut-être commencer rapidement avec la vision de la Tunisie sur le sujet et les objectifs que la Tunisie s'est mis par rapport aux objectifs climatiques, à la transition énergétique et particulièrement nos objectifs sur la filière hydrogène vert. Donc juste petit rappel par rapport aux engagements et aux objectifs de la Tunisie concernant la décarbonation de son économie qui vise à réduire l'intensité carbone de 45% à horizon 2030, avec des objectifs particuliers dans le secteur de l'énergie, qui est le secteur qui représente à lui seul en Tunisie 70% du potentiel de cette réduction, donc un objectif de réduction de la demande d'énergie à 30% à horizon 2030, et puis les énergies renouvelables et l'accélération du déploiement des projets d'énergie renouvelable en Tunisie et un objectif d'atteindre 35% dans le mix électrique à horizon 2030. Je parle toujours de trois urgences qui sont devant nous, qui sont l'urgence climatique, certes, mais également les urgences économiques et les urgences sécuritaires ou de sécurité d'approvisionnement. Et l'hydrogène vert fait partie des réponses à ces urgences-là. L'urgence climatique et l'hydrogène vert qui peut contribuer, comme vous le savez tous, à la décarbonation, entre autres, du secteur industriel, mais également d'autres secteurs comme le secteur du transport maritime ou aérien avec les dérivés de l'hydrogène vert. Mais également les urgences économiques, comme par exemple le déficit de la balance énergétique ou le déficit de la balance commerciale, qui ne cesse de s'aggraver avec un déficit énergétique qui a dépassé les 50% en Tunisie. Et l'hydrogène vert et le positionnement de la Tunisie comme pays producteur, consommateur, mais également exportateur dans le futur d'hydrogène vert,
peut considérablement améliorer cette balance commerciale et énergétique ou réduire en tout cas considérablement ce déficit et pourquoi pas dans le futur passer ou transformer le pays d'un pays importateur net d'énergie à un pays exportateur d'énergie. Voilà. Et puis la dernière urgence que j'ai évoquée, c'est l'urgence de sécurité d'approvisionnement qui touche en fait au sujet du déficit énergétique et l'inversion de la tendance de cette balance énergétique. L'hydrogène peut être en effet un facteur et un élément très important dans cet élément-là. Voilà. Oui, merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. Effectivement, donc la Tunisie s'inscrit parfaitement dans cette stratégie globale et internationale de l'hydrogène, étant donné tous les enjeux que Monsieur le secrétaire d'État vient d'évoquer, particulièrement toutes les questions relatives à la balance énergétique et à la sécurité d'approvisionnement, et évidemment tous les paramètres et toutes les bonnes raisons sur la décarbonation. Alors, je passe peut-être le micro tout de suite à M. Chokri Mezrani, qui est le point focal du Fonds vert pour l'environnement en Tunisie, et qui va nous parler de la place de l'hydrogène vert dans la décarbonation de l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous dans cet important événement et plus particulièrement au niveau de cette session sur l'hydrogène vert, qui est un sujet d'actualité et qui revient d'une manière récurrente dans les débats, que ce soit à l'échelle internationale, régionale ou nationale. Bon, moi, justement, je vais parler d'une manière générale, puisque c'est une question, c'est une réflexion donc, qui a été faite. Justement, je vais commencer par la décarbonation surtout, parce que c'est au cœur donc, de la question. Vous savez très bien, que certains d'entre vous le connaissent, qu'il y a le dernier rapport du Forum économique mondial de Davos. Et donc au total, 4 des 5 risques les plus sévères pour la prochaine décennie sont des risques liés à l'environnement et surtout les extrêmes climatiques et le réchauffement climatique. Ces derniers ont une incidence très importante sur l'avenir de la planète, des écosystèmes et des êtres vivants. Donc justement, pour lutter contre ces changements climatiques, il convient de s'atteler à la cause de ces émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut procéder par la réduction de ces émissions, ce qu'on appelle la décarbonation. Les principales stratégies, comme vient de dire Monsieur le secrétaire d'État, pour parvenir à atteindre les objectifs de la décarbonisation, c'est la promotion de l'efficacité énergétique. La Tunisie mise surtout sur l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, l'isolation à travers l'isolation thermique et l'utilisation des équipements économes en énergie. Et il y a aussi les énergies renouvelables, les éoliennes, les photovoltaïques. Et comme il vient de dire Monsieur le secrétaire d'État, la Tunisie a un programme, un objectif ambitieux qui vise à atteindre 35% des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est ce qu'on appelle le Carbon Capture and Storage. Donc c'est la capture-stockage du carbone. Bon, la Tunisie n'est pas encore positionnée par rapport à cette technologie. Bon, mais justement, il y a maintenant l'hydrogène vert, qui est l'une des énergies, des alternatives énergétiques les plus promoteuses, considérées comme le principal allié de la décarbonation des économies. Ce processus de décarbonation donc, est devenu une priorité pour l'ensemble des gouvernements du monde, prenant peu à peu conscience de l'importance d'agir pour le climat. La Tunisie, à l'instar des pays, elle est vulnérable au changement climatique de plusieurs pays, surtout les pays méditerranéens. Et cette menace, donc, elle est de plus en plus accrue, se manifeste de plusieurs façons. La baisse des moyens
des précipitations, l'augmentation des moyennes des températures, il y a les extrêmes climatiques. Ajouter à cela l'élévation accélérée du niveau de la mer. Donc la Tunisie n'ayant pas une responsabilité historique par rapport à ces émissions, mais en dépit de cela, elle a mené une politique volontariste vis-à-vis du changement climatique en matière d'atténuation et d'adaptation. Mais l'accord de Paris constitue une rupture par rapport à ce qui prévalait dans les négociations climatiques. En fait, maintenant, tous les pays partis de l'accord sont appelés à contribuer aux efforts mondiaux pour maintenir l'augmentation de la moyenne de la température en deçà de 1,5 degré Celsius. Et c'est au niveau des contributions déterminées au niveau national que se trouve donc l'essentiel des engagements des pays partis. La Tunisie, comme il vient de dire Monsieur le secrétaire d'État, donc, a élaboré sa première CDN juste avant, c'est-à-dire la COP Paris 2015, et a soumis donc une deuxième CDN, nouvelle version actualisée de la CDN, contribution déterminée au niveau national, en 2021, où la Tunisie a réussi son ambition pour réduire l'intensité carbone de 45%, dont 27% sont inconditionnels, autrement dit, c'est-à-dire avec les moyens propres du gouvernement tunisien. Justement, la Tunisie maintenant est en cours de préparer sa CDN 3.0, appelée 3.0, et dans laquelle aussi elle est appelée à rehausser encore une fois son ambition. Et l'hydrogène vert peut jouer un rôle déterminant pour atteindre cet objectif, dans la mesure où il est considéré comme un élément important pour atteindre donc les objectifs de la neutralité carbone, conformément à nos stratégies bas carbone résilientes au climat à l'horizon 2050. Bien entendu, la préparation de cette CDN sera accompagnée par un plan d'investissement. Justement, peut-être pour répondre à la question rapidement, donc, il est vrai que l'hydrogène vert joue un rôle crucial dans la décarbonation donc, de l'économie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'hydrogène vert est une énergie propre décarbonée, produite donc grâce au processus d'électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité provenant des ressources renouvelables, donc qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Secondo, l'hydrogène vert est un allié donc, de taille pour atteindre l'indépendance énergétique, comme il vient de dire Monsieur le secrétaire d'État, et par voie de conséquence donc, la sécurité du pays d'une manière générale. Il permet également donc, un meilleur contrôle des approvisionnements et la possession d'une force précieuse en cas de tension géopolitique, le cas de la guerre russo-ukrainienne. Donc l'hydrogène vert aussi peut être intégré dans plusieurs systèmes énergétiques, mixant plusieurs sources d'énergie, participant ainsi à la transition vers des réseaux énergétiques plus résilients et flexibles. Il peut être utilisé aussi dans de nombreux domaines. Il y a l'industrie principalement, mais quand on parle d'industrie, il y a plusieurs domaines au niveau de leur processus de production. Il y a c'est-à-dire le secteur d'hydrocarbures, le secteur chimie, le secteur cimenterie, le secteur aciérie, textile, etc. Mais également, il y a le transport individuel et collectif, mais surtout transport lourd. Quand on parle de transport lourd, c'est l'aviation, le transport ferroviaire et maritime. Mais également, il peut contribuer à la décarbonation des secteurs difficiles à électrifier. L'hydrogène vert peut aussi contribuer au stockage de l'électricité excédentaire générée par les installations renouvelables et l'utiliser lors des périodes de fluctuation. Et cette filière représente un potentiel économique important avec des possibilités de création d'emplois verts et décents, notamment pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, parce que ça nécessite certaines qualifications bien spécifiques, et dans plusieurs domaines, de la production jusqu'à l'utilisation. L'hydrogène vert stimule aussi l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables,
des matériaux et des procédés industriels, favorisant ainsi la transition énergétique. Et j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs recherches, notamment avec l'Université de Toronto au Canada, qui ont cherché, donc, en se basant sur l'intelligence artificielle, de chercher donc l'alliage le plus fiable, le plus durable et le plus stable pour donc pour optimiser donc les batteries du futur. Donc, en somme, peut-être, je vais conclure, donc, voilà, rapidement. Bon. Justement, ensemble, l'hydrogène vert peut contribuer donc significativement à la décarbonation de l'économie. En tant qu'énergie propre, il a le potentiel de transformer divers secteurs et de favoriser un avenir énergétique durable. Toutefois, des défis restent donc à relever, notamment en matière de coûts liés à l'électrolyse de l'eau, de sa complexité à être stockée et transportée, d'infrastructures et de réglementation, ce qui empêche sa démocratisation et son utilisation dans des secteurs les plus importants. Donc la Tunisie et partout ailleurs dans le monde, il y a une course énergétique qui est lancée pour produire des énergies plus propres, et beaucoup de pays misent notamment sur l'hydrogène vert en le positionnant comme un levier essentiel de croissance de leur économie. Et la plupart des pays donc, du sud méditerranéen, même des pays du nord de la Méditerranée, l'Espagne, la France, etc., maintenant déploient des politiques très, même dominatrices pour un peu, très ambitieuses pour dominer ce secteur. Bon, maintenant, dans les pays du Sud, l'Égypte est la mieux positionnée, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a la loi, il y a le Conseil national, il y a aussi ce qu'on appelle les mesures nécessaires pour lancer rapidement donc, les activités liées au développement de l'hydrogène vert, mais aussi les autres pays suivent. Voilà, je m'arrête là. Après, peut-être... je vais enchaîner sur la finance. Merci beaucoup, Chokri. Effectivement, on voit que c'est un vecteur énergétique important, c'est un vecteur pour la décarbonation. Et la Tunisie est inscrite parce qu'elle inscrit dans les CDN. Et donc, sans tarder, je passe la parole à Sir Abdelhamid Khalfallah pour nous parler un peu de la stratégie nationale. Sir Abdelhamid, stratégie nationale en termes d'hydrogène, et quelles sont les mesures qui ont été faites et quel est le rôle des politiques publiques dans ce domaine-là. Merci, Sicheb. Donc, bonjour à vous tous, chers invités. Voilà. Donc, pour l'hydrogène vert, effectivement, c'est un nouveau créneau qui est très important pour nous. Si Chokri a parlé des avantages, donc je ne vais pas répéter ça, mais je vais ajouter peut-être où on est par rapport à cette question. Donc, en fait, nous, au niveau de notre ministère, bien que l'hydrogène, il présente cet aspect environnemental, nous également, on regarde la question sous un autre angle économique et énergétique du point de vue sécurité d'approvisionnement. Et donc, depuis quelques années, on a commencé à travailler sur ce sujet, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés au niveau mondial. Il y a un marché mondial qui est en train de naître. Il y a une demande essentiellement en Europe. Et la Tunisie, bien sûr, elle dispose de plusieurs atouts dans ça, puisqu'on est proche des marchés, essentiellement le marché européen. Il y a quelques infrastructures disponibles qui vont nous permettre d'être un peu compétitifs par rapport à d'autres pays. Également, nous disposons d'un potentiel très important, surtout le solaire et l'éolien, comme vous savez. Donc, toutes ces questions ont fait que la Tunisie peut jouer un rôle dans ça, peut bénéficier de ce nouveau marché. Donc, la question a commencé depuis 2022. On a commencé l'élaboration d'une stratégie. Donc, comment aborder le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se préparer, quels sont les défis, les risques, qu'est-ce qu'on va gagner dans
dans ça, quelle est notre part ou comment se positionner. Toutes ces questions ont été discutées dans le cadre d'une coopération avec d'ailleurs la GIZ qui nous ont aidés pour ça, avec un projet avec la coopération allemande, tout un projet dédié pour financer beaucoup d'études, y compris l'étude sur la feuille de route et la stratégie. Donc finalement, après un travail d'une année ou 2 années presque, on s'est trouvé avec un document bien fait, je peux dire, avec la participation de tout le monde. On a essayé de concerter avec toutes les parties prenantes. La stratégie, finalement, elle axe sur tout d'abord le marché local et le marché de l'export, les deux ensemble. On a dit que le marché de l'export peut être un effet d'entraînement pour pousser le marché local par la suite pour l'utilisation de ce produit sous forme d'hydrogène pur ou ses dérivés. Puisque jusqu'à maintenant, ces produits sont assez chers, donc il faut mettre des mécanismes, ce n'est pas évident. Donc peut-être l'export va nous aider pour faire un effet d'entraînement et pousser l'utilisation au niveau local. À terme, bien sûr, c'est pas maintenant. On a fait un calendrier au niveau de la stratégie, quels sont les produits les plus compétitifs sur le marché maintenant et quelles sont les échéances. Donc la stratégie, jusqu'à maintenant, on estime que l'utilisation peut-être de l'ammoniac, c'est la plus probable et la plus facile dans l'horizon moyen terme. Puis par la suite, il y a d'autres produits, surtout dans le domaine du transport lourd. C'est des échéances un peu longues, hein, 2035, 2040, jusqu'à 2050. Donc l'objectif actuel, c'est d'atteindre d'ici 2050 une production de 8,3 millions de tonnes annuellement, dont 6 millions de tonnes destinées vers l'export. Ça, c'est l'objectif lointain. Donc, bien sûr, pour concrétiser ça, il y a beaucoup de travail à faire. C'est ce qu'on a fait déjà. Le premier pas, c'est le cadre réglementaire. Donc, en mai dernier, au mois de mai, on a recruté un cabinet pour faire ce travail avec des experts qui sont des experts économiques, des experts en fiscalité surtout, et des juristes pour élaborer ce qu'on appelle le Code des énergies renouvelables, dont en partie il est dédié pour cette question de l'hydrogène sur tous ces aspects. Hein. On va essayer d'aborder l'aspect de fiscalité qui est la plus importante. Puis par la suite, tout ce qui est autorisation, quels sont les types d'autorisation qu'il faut y mettre pour permettre aux développeurs de faire ces projets, surtout sur la question de l'infrastructure, le réseau, etc. Donc, on estime que d'ici l'année prochaine, on va avoir un premier draft qu'on va essayer de discuter avec toutes les parties prenantes, bien sûr. On va également aborder la question environnementale et sécuritaire, puisque l'environnement et la sécurité, c'est parmi les choses là où doit être abordé au niveau réglementaire. Voilà, donc c'est principalement le travail déjà fait. En contrepartie, bien sûr, il y a beaucoup d'investisseurs, de développeurs qui veulent commencer quand même à prospecter le marché tunisien. Et pour cela, donc, on ne va pas attendre le cadre réglementaire, donc on va anticiper tout ça et permettre aux développeurs de commencer leur travail. Et c'est pour cela qu'on a signé des MOU. Donc des MOU, c'est un premier cadre de travail avec les investisseurs et les développeurs potentiels à l'échelle mondiale. Et bientôt, bien sûr, on va essayer de commencer une certaine concertation avec ces gens-là. Comment développer le marché? Donc, puisqu'il y a des questions qui restent toujours demandent une certaine réponse, c'est surtout la question de l'infrastructure, comment on va
mettre en place une infrastructure pour développer ces projets-là. Il y a également la question foncière surtout. Donc tous ces sujets-là, on va essayer de les discuter avec les investisseurs potentiels, avec lesquels on a signé des MOU, même les autres, même les gens qui n'ont pas signé, on va travailler avec tout le monde. Du côté privé, avec les bailleurs de fonds également, et le côté public, nous avons beaucoup de partenaires, on va travailler avec eux pour voir comment développer le secteur. Ça, c'est jusqu'à maintenant ce qu'on a fait. Donc, espérons bien qu'on va avancer sur les questions, Inch'Allah. Merci beaucoup, Saad Hamid. Effectivement, on voit qu'il y a pratiquement une SWOT analysis qui a été faite et on a commencé à mettre en place justement une stratégie nationale. Il y a des études qui avancent pour mettre en place un cadre réglementaire. Il y a des objectifs pour avoir plus que 2 millions de tonnes pour la Tunisie et à peu près 6 millions de tonnes pour l'export et une priorisation pour aller peut-être vers l'ammoniac en premier lieu. Et donc, ammoniac, lorsqu'on dit ammoniac, on parle du groupe chimique. Est-ce que, évidemment, avec nous aussi Fathin Bili, qui est chargé du volet environnement au niveau du groupe chimique. Le groupe chimique a toujours eu justement une politique très avancée en termes de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et quels sont vos projets en termes d'ammoniac vert? Est-ce que vous avez des intentions de produire, d'explorer ou de faire quelque chose dans ce domaine-là? Merci, Chichiheb. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi de donner un titre à mon intervention, c'est le groupe chimique tunisien vers la neutralité carbone et vers la production de l'ammoniac vert à partir de l'hydrogène vert. Donc, tout d'abord, ceux qui ne connaissent pas le groupe chimique tunisien, c'est une entreprise publique tutelle du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Donc, sa mission essentielle, c'est pour la production de l'acide phosphorique et les engrais phosphatés pour l'agriculture. Donc, le groupe chimique a commencé de travailler depuis les années 50. Donc, on a actuellement 3 sites de production, 3 usines à Gabès, la plateforme la plus grande. On a 2 usines à Mdila et 2 usines à Skhira. Donc, le groupe chimique produit l'acide phosphorique à partir du phosphate extrait du bassin minier de Gafsa. Donc, le groupe chimique, depuis la création du groupe chimique, elle a bien travaillé sur l'efficacité énergétique et sur les projets, c'est-à-dire de maîtrise de l'énergie. Donc, pour les unités de production de l'acide sulfurique, on a profité de la chaleur dégagée de ces unités-là pour produire des vapeurs et d'électricité. Donc, dans notre marge nominale, notre production en électricité pour les besoins du groupe chimique tunisien atteint les 93%. Donc, ça, c'est un avantage pour le groupe chimique tunisien. Et aussi, notre vapeur utilisée, donc on produit presque 97% de notre vapeur. Toujours ça dans notre production nominale. Avec l'avantage, à Gabès, on a un couplage entre les 3 usines, couplage pour l'électricité, et on a aussi un couplage de vapeur pour les vapeurs. Donc, notre objectif de bien travailler sur l'efficacité énergétique c'est-à-dire l'optimisation des procédés de fabrication, par l'optimisation des unités de fabrication des TSP, triple superphosphate, par l'optimisation des procédés de fabrication du ammonium phosphate, DAP, et par aussi la mise en place du GTA, groupe turbo-alternateur, pour turbiner les vapeurs produites pour les transformer en énergie électrique. Donc, avec ça, donc, on a d'autres projets qui le groupe chimique, donc, dans le cadre de la démarche du groupe chimique tunisien et la réconciliation de l'entreprise avec son environnement.
Donc le groupe chimique a adopté des autres projets pour arriver à notre objectif. Et parmi les principaux projets, c'est-à-dire le double absorption au niveau des unités sulfuriques et aussi équipé avec des systèmes HRS, Heat Recovery System, pour récupérer encore des vapeurs d'eau qui vont être utilisées pour produire de l'électricité ou bien pour les concentrations des acides. Donc, puisqu'on a une usine à Agabès, elle est spécialisée dans la production du nitrate d'ammonium, donc agricole et poreux. Cette usine-là, on utilise presque annuellement 300 000 tonnes d'ammoniac, totalement importé. Donc, c'est pour cela le groupe chimique donc, l'a pensé de produire de l'ammoniac vert. C'est un dérivé de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène vert, donc par électrolyse de l'eau. Et donc, on va produire de l'ammoniac vert par électrolyse en mélangeant avec de l'azote extrait de l'air. Donc, on va commencer par la mise en place d'une unité pilote. Cette unité est financée par KfW Allemagne en collaboration avec la GIZ. Donc, toutes les études sont en cours. L'étude de faisabilité pour l'unité pilote est achevée. Donc, on est en cours d'achever aussi l'étude par les bureaux spécialistes, l'étude environnementale et sociale et sociétale pour installer cette unité pilote pour produire 1000 tonnes annuellement. Donc, 1000 tonnes. Donc, sera installée à proximité de l'unité de production d'ammonitrate à Gabès, et munie avec un système de c'est-à-dire production d'énergie par photovoltaïque et l'eau utilisée aussi par osmose inverse, dessalement d'eau de mer. Donc, avec ces projets, donc, on compte aussi prochainement réaliser une unité industrielle pour produire 100 000 tonnes par an. Donc, pour réaliser cette unité-là, donc, le groupe chimique tunisien a besoin, donc c'est une occasion, des investissements lourds. Donc, ça, c'est le rôle des banques et le rôle du secteur privé et tout, donc pour aider le groupe chimique tunisien à réaliser cette unité. Et donc, le groupe chimique va s'engager d'acheter les quantités d'ammoniac ou bien donc produites par cette unité-là. Donc, le groupe chimique tunisien dispose des terrains nécessaires pour réaliser c'est-à-dire les stations photovoltaïques donc, à Gabès. Donc, pour l'unité pilote, on a besoin presque de 6 à 10 hectares pour les photovoltaïques. Et pour l'unité industrielle, pour 100 000 tonnes, on a besoin presque de 600 hectares. Donc, en plus de ces projets-là, donc, le groupe chimique tunisien, il travaille sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on a un projet en cours, il est financé par la GIZ, c'est un don de la GIZ pour réduire les gaz N2O. Donc, ce projet, il va nous permettre de réduire environ 1,3 million de tonnes de N2O durant les années 2025-2030. Et aussi, on a un projet de remplacer toutes les lampes avec des lampes LED. On sait bien que le groupe chimique tunisien dispose de milliers de projecteurs au sein des usines. Aussi avec le renouvellement et le remplacement du groupe turbo-alternateur GTA. Donc avec ces actions-là et avec les actions qu'on a déjà avant, le groupe chimique tunisien, notre objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, et on peut arriver même à une neutralité négative. Voilà. Merci Sifetri. Ça fait justement chaud au cœur d'entendre des choses comme ça, parce qu'il y a des objectifs très ambitieux en termes de neutralité carbone, mais surtout, il y a un goût de l'aventure pour aller explorer l'hydrogène vert et monter une unité pilote 1000 tonnes par an. C'est peut-être pas beaucoup pour le groupe chimique, mais c'est quand même une unité assez conséquente et assez importante. Et effectivement, on a entendu un peu les quantités et les tonnes, mais ça suppose qu'il y a aussi des budgets très importants. Et donc, je crois qu'il va y avoir certainement beaucoup de synergies qui doivent être mises en place
aussi bien nationale que régionale, je pense. Et je souhaiterais donner le micro à M. Riyad Boujamedi, qui est responsable du PNUD en Algérie. D'abord pour nous parler un peu des projets en Algérie et dans la région, mais surtout des synergies qu'on peut mettre en place et comment on peut peut-être mobiliser des fonds aussi en commun ou mettre des synergies régionales pour cette stratégie hydrogène. Merci Chehab. Je vais plutôt parler de la synergie partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, parce que le régional entre les Aussi, pays, je sûr. pense que ça va se faire naturellement. En fait, quand j'essaie de structurer un peu la réponse, hein, parce que la réponse, elle est sur 3 dimensions. Dimension technologique, dimension financière et la dimension réglementaire. Et avant de rentrer dans le sujet, je veux juste faire un petit rappel pour que tout le monde comprenne que l'hydrogène vert, aujourd'hui, il sort entre 5 et 7 dollars le kilo. Chez nous, donc dans la zone Afrique du Nord, on pourrait descendre à 3, 3,5, et qui reste au-dessus des objectifs d'être en dessous d'1 $. Et qu'est-ce qui fait que ça coûte ce prix-là? Donc il y a 3 composantes très prépondérantes qui sont, 1, le prix de l'électricité. Donc l'électricité verte, qu'elle soit solaire, éolienne ou hydraulique. On a tendance à trop focaliser sur le solaire, mais il y a d'autres sources comme l'éolien et surtout l'hydraulique, donc les stations de turbinage d'énergie et de pompage. Il faudrait bien que notre région commence à réfléchir à ça parce que c'est des actifs qui peuvent être amortis au-delà de 50 ans. Qu'un panneau solaire, c'est juste 20 ans et ça devient un déchet en 2050. Il ne faut pas le perdre de vue. Deuxième composante, c'est quoi? C'est le coût de l'électrolyseur. Je vais parler juste de 2 technologies pour que vous compreniez. Le coût de l'électrolyseur, c'est entre 500 et 1500 $ le kilowatt installé. Donc quand on parle d'1 giga, et tout de suite entre 500 millions, il y a 1,5 milliard. Le solaire, c'est pareil. Les énergies renouvelables en entier, c'est entre 800 et 1200, on peut être à 1200 le kilowatt installé. On veut faire 10 gigas, on est entre 5 milliards et 12 milliards. Vous voyez, donc tout ça, ça s'accumule. Hein. Et les électrolyseurs, aujourd'hui, il y a 2 technologies. Il y a l'alcaline et le PM, c'est les plus utilisés. Pourquoi je dis ça? Parce que la coopération va être basée sur toute cette réflexion technologique et économique. Donc, vous prenez la technologie alcaline, c'est la moins chère. Pourquoi? Parce que la Chine a maîtrisé le sujet il y a une dizaine d'années. Ils ont mis le paquet dessus. PEM, c'est une technologie qui a un rendement plus élevé, mais elle est plus chère. Et ensuite, la troisième composante, c'est le transport, les infrastructures de transport. L'hydrogène, aujourd'hui, on ne peut le transporter que par pipe. Sinon, on passe par ce qu'on appelle des vecteurs de transformation, donc l'ammoniac, le méthanol, gaz de synthèse. Mais le problème, c'est que pour produire de l'ammoniac, c'est encore 1 à 2 $. Donc, sur les 3 $, je rajoute encore 1 à 2 $. Ça veut dire qu'on devient non compétitif. Notre région va devenir non compétitive quand on va aller en face. Donc, tous ces sujets-là nous poussent à réfléchir le partenariat et la synergie. Sans électricité, on ne peut pas avoir d'hydrogène. Donc, on peut parler d'hydrogène si on n'a pas l'électricité renouvelable. Donc, déjà, c'est le premier partenariat et la première synergie sur laquelle il faut pousser. C'est-à-dire qu'il faut que tous les pays du bassin méditerranéen travaillent ensemble, puissent venir investir dans nos régions pour promouvoir et développer l'électricité verte. C'est très important parce qu'on ne parle pas d'1 giga. Hein. On va parler de centaines de gigas sur toute la région pour produire les 100 000, les 1 million ou les 8,6 millions de tonnes d'hydrogène vert. C'est énormissime ce qu'on va mettre comme panneaux solaires, comme éoliennes et comme... Donc déjà, le partenariat et la synergie, parce que moi je l'ai mis ensemble, hein, doit déjà se reposer sur ça. 1. 2, vous avez les moyens de transport, donc ce qu'on appelle l'infrastructure. Il faut renforcer tous les corridors, les couloirs de passage de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parle trop de South H2, le South Hydrogène, qui est entre l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, donc logiquement, on va tout faire pour que ça se connecte
côté Afrique du Nord, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure à hydrogène en Afrique du Nord. On a des pipes à gaz. Donc, on ne peut faire que du blending, c'est-à-dire on peut mélanger de l'hydrogène avec du gaz naturel. La dernière expérimentation, qui remonte à peu près à 5 ans, en Europe, qui a été testée entre la France, la Belgique et la Hollande, elle accepte 7% de mélange. Pour des raisons de sécurité, on va descendre à 5. Quand on descend à 5, faire passer tous les millions de tonnes que tous les pays vont développer, ça va être juste impossible. Donc, à un certain moment, il faut penser à l'infrastructure à hydrogène. Donc, là aussi, il faut un partenariat nord-sud sur l'installation de pipes à hydrogène. Un pipe à hydrogène, hors de grandeur, 3 millions de dollars le kilomètre. Moyenne, hein. Ça peut être 2,5 comme ça peut être 6. Tout dépend des complexités, s'il est marin, pas marin, tout ça. Donc 3 millions, vous rajoutez ça encore au projet. Donc les partenariats, d'abord, technologiques. Il faut qu'on maîtrise, il faut qu'on ait de l'énergie solaire renouvelable, il faut qu'on maîtrise l'électrolyseur, donc construire une chaîne économique, une chaîne industrielle dans la région, avec l'aide des pays du Nord, parce qu'on est très, très partenaires, et aussi le moyen de le transporter. Et autour de ça, il y a la R&D, parce que les pays occidentaux ont très, très bien, on va dire, ils ont approfondi le sujet depuis plus de 15 ans. Dans la région, c'est devenu un sujet depuis 5 ans, même moins. Donc, il faut qu'il y ait un centre, pour moi, en termes de partenariat, il faut qu'il y ait un centre de recherche régional, méditerranéen. Je pense qu'on saura le faire. Il y a une très bonne intelligence entre les pays. Et ce centre de recherche, il va servir à former la nouvelle génération, à partager l'expertise et le savoir. Ça, c'est le volet technologique. Il y a le volet réglementaire. Essayer de pousser le partenariat pour uniformiser les textes, parce qu'il y a des sujets sur la certification, parce que l'hydrogène vert, il faut le certifier. Est-ce qu'il est vert ou il n'est pas vert? Donc il y a des sujets. Est-ce qu'on va adopter des certifications existantes ou pas? Ou est-ce qu'il faut réfléchir ensemble sur une nouvelle mouture pour pouvoir uniformiser avec la même voie, la même dynamique, les deux régions de la Méditerranée. Ça, c'est le côté réglementaire. Après, le côté financier. Tout à l'heure, il y avait le panel sur le financement. Et côté financier, c'est clair, c'est du green financing. Hein. Donc, et dans le green financing, il y a de nouveaux instruments qui sont en train de s'installer. C'est par exemple la finance islamique, des green soukouk. Tout ça, c'est des choses très intéressantes parce que ça nécessite un taux de retour sur investissement qui génère des dividendes pour que ça soit Sharia compliance. Vous avez des fonds d'investissement. On peut créer des fonds d'investissement communs, régionaux, pour accompagner le privé et le public, les deux, vers des programmes de PPP. Ça, c'est très, très important. Par contre, il y a un sujet qui est, quand on commence à travailler avec la partie nord de la Méditerranée, vous avez ce qu'on appelle le coût du capital. Un investisseur européen ne verra pas de la même façon le TRI qu'un investisseur du Sud. Je vous donne juste un exemple. En Europe, le coût du capital, c'est ce qu'on appelle le WACC, Weighted Average Capital Cost, c'est de l'ordre de 5%. Allez, en moyenne. Dans nos pays, c'est aux alentours de 10%. Déjà, là, il y a un biais de 5%. Ça veut dire que si on va dans un partenariat, une synergie en termes de financement, il faudrait que les deux parties se mettent d'accord quel est le coût du capital qu'il faut employer. Parce que si vous avez un projet qui a un TRI de 7, il est bien pour nos partenaires européens. Mais pour nous, non. 7, il est en dessous du WACC, donc il ne passe pas. Et c'est là où il faudrait mener une réflexion en commun. Ça veut dire que quand on va monter des fonds d'investissement, on va monter des instruments de financement, il est, pour moi, primordial
de caler ce sujet. Voilà. Et pour finir, juste un point. J'ai lu il y a 3-4 jours sur Bloomberg 9 où ils ont fait un état sur tous les projets hydrogène dans le monde. Tous les projets ont signé des MOU. Il y en a que 10 qui ont signé des vrais contrats d'offtake. Donc, la morale de ce que je veux dire, donc ce partenariat, il faut qu'il aille au-delà juste, il faut qu'il aille vers les signatures de contrats d'achat écrit noir sur blanc. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, très important qu'il y ait des off-taking, des contrats d'off-taking. Autrement, on ne garantit pas l'écoulement des produits. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le volet transfert de technologie, maîtrise de la technologie et investissement local, un partenariat win-win. Et le volet recherche aussi est très important. Effectivement, en Tunisie, on a l'intention de mettre en place un centre d'excellence sur les énergies renouvelables et l'hydrogène. Et je ne vais pas en parler maintenant puisqu'on va avoir un panel tout à l'heure sur la recherche. Je crois qu'ils vont en parler. Et effectivement, une coopération Nord-Sud, Europe, Afrique du Nord, qui est très, très importante à mettre en place. Effectivement, sur cette coopération, on a beaucoup parlé du rôle de la GIZ, qui a été faire un rôle d'accompagnement sur la mise en place du cadre législatif et institutionnel. Et donc, on va avoir 2 interventions de la GIZ. La première va être enregistrée, et c'est M. Jörg Bauer, qui est expert au niveau de la GIZ, qui va nous parler un peu des challenges et des opportunités qui se présentent. Et ensuite, une deuxième présentation qui sera faite par M. El Khawet tout à l'heure. Chers participants, je suis malheureux, ne pas parmi vous personnellement, mais je remercie chaleureusement les organisateurs de me permettre malgré tout de contribuer à travers de cette vidéo. Je m'appelle Jörg Bauer du département énergie de la siège de la GIZ en Allemagne et je travaille principalement sur l'hydrogène depuis 4 ans. L'évolution de l'hydrogène, où en nous sommes aujourd'hui? Après le grand hype du début, nous sommes maintenant dans une période où beaucoup de gens sont un peu déçus de l'évolution lente dans ce secteur. Mais nous voyons désormais beaucoup plus clair. Nous voyons maintenant de premiers projets réels se développer. Il est désormais important de noter qu'il n'existe pas encore de véritable business case pour l'hydrogène vert, mais c'est le cas au début de presque toutes les technologies émergentes. Il faut d'abord que les économies d'échelle se produisent et ensuite les coûts peuvent baisser. Il est à peu près certain que cela se produira, mais nous ne savons pas si cela se produira dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Quoi qu'il en soit, il est bon de s'y préparer dès maintenant. Dans cette première phase de l'évolution, l'hydrogène devrait être financé principalement là où il existe des taxes et des quotas stricts sur le CO2 ou des mécanismes de soutien pour l'hydrogène. C'est actuellement le cas sûrement en Europe et dans cette première phase, le marché européen présentera un cas d'affaires peut-être le plus important actuel. L'opportunité pour les États d'Afrique du Nord réside surtout dans la production de HT et son transport par pipeline vers l'Europe. Cela est dû au fait que nous avons sous-estimé les coûts et la complexité du transport maritime du HT. Les pipelines sont beaucoup moins chers. La production d'acier ou d'ammoniac en Europe n'a de sens que si l'hydrogène est très bon marché. Rien que le coût du transport maritime rend la production d'acier à base de H2 non rentable en Europe. L'Afrique du Nord dispose de grandes surfaces sans utilisation concurrentielle pour le solaire et l'éolienne qui peuvent être utilisées aussi bien pour l'économie nationale que pour l'exportation afin de produire de l'électricité sans CO2 très bon marché et, le cas échéant, de l'hydrogène. Les pays d'Afrique du Nord
sont donc quasiment le pays du Golfe de l'ère post-fossile. Certaines tendances fortes sont en train de bouleverser complètement le paysage énergétique aujourd'hui. Le prix des panneaux photovoltaïques chute à grande vitesse, ce qui fait du solaire la forme de production d'électricité la moins chère et de loin. Parallèlement, les coûts des batteries baissent également fortement, tandis que leur propriété s'améliore. Dans quelques 3 à 5 années, la combinaison du photovoltaïque et des batteries sera partout la source d'électricité la moins chère, disponible 24 heures sur 24 heures. Dans de nombreux endroits, l'électromobilité basée sur l'énergie solaire est déjà nettement moins chère que la conduite avec un moteur à combustion. Cette évolution rapide a également des répercussions sur le monde de l'hydrogène. L'hydrogène ne sera pas le vecteur d'énergie universel comme beaucoup l'ont supposé au début de l'engouement pour l'hydrogène. L'hydrogène sera plutôt utilisé là où il n'existe pas d'alternative avantageuse, même à long terme. Il s'agit notamment de 5 applications. Premièrement, la production d'acier, la production d'ammoniac et de quelques autres matières premières chimiques comme le méthanol, les carburants pour l'aviation et les carburants pour le transport maritime. À cela s'ajoute l'hydrogène pour l'électricité de backup. Pour ces cas, il n'y a pas de risque que les batteries de moins en moins chères fassent disparaître les cas d'affaires du futur. Maintenant, comme je dois être bref, encore quelques mots sur les aspects environnementaux. L'hydrogène n'a pas vraiment d'effet énormément négatif sur l'environnement en soi. Toutefois, les projets d'hydrogène typiques sont gigantesques, de sorte que même les impacts environnementaux mineurs sont potentialisés. Il convient de prêter une attention particulière à l'utilisation des sols, aux effets sur les animaux et la prévention des effets négatifs sur la mer lors du dessalement de l'eau de mer. Si on rejette le concentré de sel dans la mer, il faut éviter absolument les effets négatifs sur la vie maritime. Avec ces derniers mots sur l'environnement, je vous souhaite maintenant une manifestation intéressante et de très bonnes discussions. Une très bonne journée. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien, donc on retient beaucoup de points. Chers participants. De points importants, effectivement, tous les impacts environnementaux à prendre en compte, mais des points importants tels que aussi on se positionne très bien étant donné que nous avons des ressources solaires bon marché et ça c'est un point positif pour notre côté. Alors, le micro est à M. Mohamed El Khawed, qui est responsable du pôle énergie de la GIZ à Tunis et qui va encore continuer à nous parler du partenariat Nord-Sud, le partenariat avec l'Allemagne et quelles sont les possibilités à mettre en place dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci qu'on ait la possibilité de partager un petit peu notre travail. Quel environnement meilleur peut-on avoir où il y a des décideurs techniques dans un ministère, le secrétaire d'État est là, mais aussi ses équipes qui sont prêtes à écouter et prendre un avis externe de la coopération technique allemande. En plus, on a un acteur économique qui réalise déjà un projet. C'est excellent. Nous avons un ministère de l'Environnement qui valide l'hydrogène et nous avons aussi l'École nationale des ingénieurs de Tunis qui développe déjà un curricula pour l'intégrer dans son cursus d'ingénieur. Alors, c'est fantastique de travailler dans un environnement comme ça, ouvert à réfléchir. Et notre projet de la GIZ, financé par notre ministère de la Coopération et du Développement, Coopération économique et développement sur l'hydrogène vert pour un développement économique durable. C'est ça le titre, c'est ça l'objectif. Et il faut bien sûr penser dans toute cette réflexion et
vos collègues au ministère, les partenaires sont ouverts à cette discussion. Où sera le stockage pour ce système? Où sera l'infrastructure nécessaire pour avoir du succès? Où mettre l'installation? Où mettre l'électrolyseur proche des sites des énergies renouvelables ou loin des sites d'énergie renouvelables? Comment transporter de A à B? Comment choisir les sites pour produire de l'électricité verte? Et comment le faire d'une telle façon de laisser la priorité aux besoins nationaux? Je pense que ça c'est très important à réfléchir et c'est pour ça qu'on a une stratégie. Et je pense que cette stratégie était un point, un document qui essaye de, Khalfa vient de mentionner, qui essaye de synthétiser toute cette réflexion et je pense à partir d'un certain moment aussi au côté tunisien, ça va aller au Parlement et le Parlement discutera, il y a les ONG qui en discutent pour avoir une discussion nationale sur les avantages et les désavantages. Alors nous sommes vraiment très fiers et on se sent bien ici en Tunisie de travailler sur ce domaine et de réfléchir. Alors le modérateur, il a posé vraiment, c'est une bonne question. C'est la coopération internationale et le réseautage avec l'Europe. Et puis il a ajouté pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors c'est quelque chose pour le futur, pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors il faut faire ce partenariat, il faut s'y mettre. Il y a des voix sûrement aussi en Allemagne. Il y a des voix qui disent est-ce que c'est la peine, est-ce qu'on devrait... Mon collègue au siège de la GIZ, technicien, il était très prudent en ce qui concerne la rentabilité aujourd'hui. Hein. Mais je pense qu'il faut se rappeler. En allemand, on dit « von nichts kommt nichts ». En tunisien, c'est « imkin misheisha bilaj ta'ab ». مجيش بلاش تعب مشيش جاي بلاش تعب. Alors il faut s'y mettre, il faut entrer dans le jeu, il faut entrer dans l'arena et il faut structurer l'avenir parce qu'il s'agit ici de l'avenir. Alors il ne faut pas dire non, il faut entrer dans l'avenir, il faut le structurer d'une telle manière, d'une telle façon qu'on est gagnant de deux côtés. Bien sûr, coopération technique allemande, GIZ, c'est allemand, ça fait partie de l'Union européenne. Mais la discussion de l'hydrogène me rappelle des énergies renouvelables. Est-ce que dans les années 80, quand le premier feed-in tarif en Allemagne a été fait, est-ce que c'était rentable? Non, ce n'était pas rentable. Il y avait une taxe sur le consommateur qui ont subventionné ses premiers pas. Mais il y avait une décision qui a été prise avec toutes les crises économiques et politiques qu'il y en a. Cette décision est restée et sur un laps de temps, 30, 40 ans maintenant, il y a un cadre qui a permis, à mon avis, d'atteindre ce que Jörg Bauer vient de dire, que le prix pour le PV, pour le photovoltaïque, est tombé à un niveau que maintenant tout le monde peut en bénéficier. Alors, d'une certaine façon, nous avons subventionné un développement d'une technologie. Et c'est un succès maintenant, dont tout le monde peut en profiter. Et un petit peu, ça c'est la figure, ça c'est le tableau que j'ai devant moi quand je regarde l'hydrogène. Est-ce qu'on peut prendre le même chemin? Peut-être le dernier point, c'est ce qui est important, c'est qu'en Tunisie, dans des projets comme ça, l'animateur représente une très grande université, qu'il y a un développement des compétences dans l'université, que les gens se forment, qu'on comprenne les processus et qu'on puisse, du côté tunisien, participer à ce développement. Et là, j'espère que nous, comme GIZ, pour les 3 ans à venir, où je suis ici, on peut assister. Merci beaucoup. Merci, effectivement, c'est prometteur donc, de tout ce qu'on entend sur la coopération et sur le renforcement des capacités.
Alors, nous avons dépassé le temps, la vérité, mais il nous reste une question importante sur le financement, parce que tout le monde a évoqué le financement. Et donc, je vais poser la question à Sishokri Mezrani sur le Fonds vert pour l'environnement, duquel on entend parler beaucoup et que nous n'utilisons pas beaucoup en Tunisie. Donc, quelles sont les possibilités offertes par ce fonds et qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier? Merci beaucoup. En fait, l'essor de l'hydrogène vert nécessite la mobilisation des financements importants et le Fonds vert pour le climat pourrait jouer un rôle important dans ce sens. Le Fonds vert pour le climat, en tant que principal fonds multilatéral de la finance climatique, a pour objectif d'accompagner les pays dans leur transition vers une économie verte, sobre en carbone et résiliente au climat. En fait, il finance des projets en relation avec les changements climatiques, l'atténuation, l'adaptation, ou les deux à la fois. On peut avoir des projets atténuation avec coût-bénéfice, adaptation ou vice-versa. L'hydrogène vert figure parmi les aires d'intervention stratégique du fonds, dans la mesure où au niveau de la partie adaptation et plus particulièrement l'accès à la production de l'énergie, donc l'hydrogène vert donc, se trouve là au niveau de cette partie. Et aussi, l'hydrogène vert répond aussi aux critères d'éligibilité du Fonds vert pour le climat, qui sont au nombre de 6. Donc, il répond à ce qu'on appelle la logique climatique, the climate rational. Le Fonds vert donc, a établi 6 critères d'éligibilité, parmi lesquels, bon, je ne vais pas les citer toutes, mais il y a surtout le potentiel d'impact en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le potentiel en matière de changement de paradigme, c'est très important, le paradigm shift. Il y a aussi le potentiel en matière de développement durable, c'est-à-dire les retombées à la fois économiques, sociaux, environnementaux, y compris l'aspect genre, etc., etc. Donc justement, pour proposer un projet fonds vert, il faut peut-être procéder par ce qu'on appelle des projets readiness, préparatoires, parce qu'il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle suscitent des débats. Il y a donc pour lesquels il faut apporter des réponses. Le cas tunisien, par exemple, la production, par exemple, d'hydrogène vert mobilise des éoliennes, des panneaux photovoltaïques sur des vastes superficies et aussi des grandes quantités d'eau. Donc la question qui se pose ici, la question donc de sécurité alimentaire versus sécurité énergétique. La Tunisie vit dans une situation de stress hydrique, les ressources en eau sont rares et on est dans une situation de pauvreté hydrique même. Et justement, aussi le déploiement de terres généralement destinées à l'agriculture donc pose un problème. Il y a aussi la question de la nécessité que le pays ou les porteurs de projets maîtrisent les chaînes de valeur et les technologies au niveau national. Généralement, ces technologies, etc., sont, c'est-à-dire maîtrisées au niveau de la périphérie. Il y a aussi la question de la prise en considération des effets négatifs sociaux. Tout ce qui est en relation à la sauvegarde environnementale et sociale est primordial au niveau des requêtes donc, destinées au Fonds vert pour le climat. Par exemple, la question de consommation d'eau et de déplacement donc, des populations suscite que la population soit approchée dès le départ pour qu'il accepte ce type de projet, parce que l'acceptabilité sociale, c'est une condition sine qua non pour donc, l'accès à la finance climatique. Il y a aussi la question de lever des barrières en relation avec la réglementation, tout ce qui est institutionnel, l'incitatif et le financier. Et justement, le Fonds vert, à travers des projets readiness, peut donc contribuer à donc, réaliser des projets, c'est-à-dire à hauteur de $1 million par pays, pour répondre à ces questions. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont soumis donc, des projets dans ce sens pour le développement de l'hydrogène vert. Il y a par exemple, surtout sur les questions du renforcement des capacités institutionnelles, en l'occurrence l'Afrique du Sud, et aussi il y a la Dominique.
Mais il y a aussi, par exemple, le Maroc qui s'est focalisé sur le secteur de l'acier et il a donc soumis une étude pour justement renforcer un environnement propice pour soutenir la décarbonation de la production d'acier marocaine grâce à l'application de l'hydrogène vert. Donc il y a plusieurs types de projets. On peut, c'est-à-dire mettre ce qu'on a besoin au niveau de cette requête. Et nous, en tant qu'autorité nationale désignée, on est prêt d'appuyer cette requête. C'est vrai qu'il y a la stratégie, mais il y a aussi la mise en œuvre de ces stratégies qui est une autre paire de manches. Voilà, merci. Très bien, merci. Donc, ça nous donne effectivement l'opportunité d'utiliser le fonds vert et donc il faut qu'on réfléchisse à cela. J'ai deux choix. Soit donner tout de suite le mot de la fin, Monsieur le Président, soit aussi prendre, prendre des questions, bien sûr. Donc, on va prendre 2 questions, 3 questions. Allez-y. Mais s'il vous plaît, des questions, pas des commentaires. Non, non, pas de commentaires. En principe, c'est-à-dire, on oublie toujours 2 millions de Tunisiens qui ont le droit d'avoir leur point de vue et qui financent l'économie tunisienne et les dettes tunisiennes. Je suis conseiller financier, je suis de la diaspora tunisienne, des compétences tunisiennes à l'étranger. On finance le développement régional dans le cadre de la coopération internationale. Focus, diaspora. Au cours de la journée, c'est-à-dire la rencontre avec... On a demandé comment on va aider la Tunisie. Bref, ils ont demandé pas des études, pas des théories, projet clé en main, comme l'a dit notre ami d'Algérie. Demain, 2030, c'est demain. On va parler de décarbonisation pour ne pas que notre, etc. Décarbonisation de transport. Nous, il y a un projet pour notre ami allemand. C'est un Tunisien de la région de Gafsa qui a eu le premier prix et le chancelier allemand l'a félicité pour le bus d'hydrogène. Est-ce que l'Allemagne peut miser sur la Tunisie pour faire une certaine industrie pour, c'est-à-dire les batteries, etc. Pour notre ami d'Algérie, on travaille dans le cadre dans le cadre de développement transfrontalier avec l'Algérie. Les projets existent, tout existe. Le projet, c'est le train de développement. Est-ce que le train, on va commencer la tronçon Tunis-Al-Neb, est-ce que le train peut jouer un rôle de décarbonisation, c'est-à-dire on va éliminer le transport des camions, etc., pour la grande distribution, pour les usines, etc. Et on a trouvé des stations de train abandonnées. Elle peut être facilement comme un moyen dispatchique dans ces régions et pour faire l'énergie renouvelable. Et je termine avec le transport d'électricité sans fil, de sud au nord. Le partenaire, elle est là. C'est un partenaire technique et financier. D'ailleurs, sa voiture, elle est aux portes de l'hôtel. Elle est prête de transporter l'électricité de sud au nord sans passer par le réseau de la STEC. C'est dans l'autoroute. Et la nouvelle technologie anglaise, chinoise, le transport d'électricité. Est-ce qu'on est en train... Et dernièrement, le projet en France, c'est Mme Benjama de la Tunisie qui a présenté tout un projet sur les décarbonisations avec l'intelligence artificielle pour M. Macron. C'est-à-dire la Tunisie, elle a tous les atouts, elle a toutes les compétences, elle a tout. Et on demande sud-sud, nord-sud. Notre problème, ce n'est pas question de projet. Notre problème, ce n'est pas question de financement. Le financement, la diaspora, elle est prête de financer ça. Certains bailleurs de fonds et certains de l'Asie sont prêts pour financer. Je vous assure, de l'Institut de chefs d'entreprise sont venus nous voir avec la plus grande banque asiatique. Elle a dit pour la Tunisie, montant illimité, pas d'endettement dans le cadre co-développement, co-construction. Et j'ai oublié le projet métro, bus, entre, c'est-à-dire le lac 1, le lac 2
et c'est-à-dire la zone touristique, un bus qui ne fonctionne pas sur des rails, mais c'est-à-dire sur deux pneus. Projet innovant, structurant, partenaire stratégique, financier et technique, la Tunisie elle a besoin de ça. 2030, c'est demain, et nos enfants n'attendent plus. Merci. On prend une deuxième question, mais s'il vous plaît, soyez vraiment bref. 1 minute, une question. Merci. Mohamed Qbel, Suisse, ingénieur agronome, président de la Chambre nationale de l'agriculture biologique et du tourisme vert. Ma question, je partage complètement l'avis de notre ami allemand, qui malheureusement n'est pas avec nous, pour les conséquences de l'hydrogène vert. Et on a l'énergie solaire, il faut bien réfléchir pour les générations futures, car les conséquences risquent d'être graves. Donc l'effet d'impact, c'est à étudier. Merci. Merci. Encore une autre question aussi brève, s'il vous plaît. Ryan Drira, ingénieur en génie énergétique. J'ai une question concernant les carburants. Est-ce qu'il y a un projet pour l'implantation de tout ce qui est biodiesel, bioéthanol et les projets de méthanisation, ainsi que on a parlé des opportunités de tout ce qui est dessalement d'eau, mais pour la production d'hydrogène, il y a des risques comme la salinisation des eaux de mer. Est-ce que vous avez calculé ce risque aussi pour l'environnement? Très bien. On va commencer à répondre à ces questions et si le temps le permet, on passera à d'autres, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le secrétaire d'État, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Sicheb, en fait, je voulais prendre le micro avant même les questions, justement pour répondre à ces questions qui sont les questions qui se posent tout le temps, en fait, sur le risque et l'impact des projets d'hydrogène dans notre pays, dans la situation et dans la région. Nous faisons ça dans le partenariat, dans la transparence et dans le dialogue. Et quand je dis partenariat, c'est partenariat avec les voisins du Sud, mais aussi les voisins de la rive Nord. Partenariat et dialogue avec toutes les institutions internationales et climatiques et environnementales, mais également partenariat surtout national avec toutes les instances nationales et toutes les autorités et les pouvoirs, et notamment le pouvoir législatif. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur le cadre réglementaire avec un projet qui a été présenté par M. Khalfa, là, du Code des énergies renouvelables, qui est un projet où l'objectif est de rassembler la législation ou réformer la législation existante, notamment la loi de 2015 sur les énergies renouvelables, d'introduire l'hydrogène vert dans cette législation, et cela est également fait dans un cadre de partenariat et de dialogue, et notamment avec la société civile et le pouvoir législatif qui fait un travail impressionnant sur ces sujets, particulièrement avec plusieurs initiatives parlementaires, notamment sur la réforme de la loi de 2015, mais également sur le cadre réglementaire de l'hydrogène, et qui a, comme j'avais présenté, beaucoup d'opportunités économiques et politiques, de partenariat, mais également beaucoup de risques. Et en parlant de ces risques, il faudra qu'on réfléchisse ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire, comment transformer ces menaces en fait en opportunités. Les menaces sur la disponibilité de l'eau. Nous sommes une région qui vit, un stress ou une pauvreté hydrique, comme on l'avait présenté. Et c'est vrai que l'électrolyse pour la production d'hydrogène vert nécessite de l'eau. Mais il faudra le voir autrement. Ce besoin, il est minime comparé aux besoins nationaux en eau, pour l'irrigation, pour l'eau potable. Et le coût de production, et notamment de dessalement de l'eau de mer, est élevé. Donc comment mutualiser, et pour les projets d'hydrogène vert, mais également pour le besoin national, ces projets. Donc ce qui est perçu, ou peut être perçu comme une menace de puiser dans les ressources en eau, peut être transformé en opportunité pour apporter un apport supplémentaire en eau
pour les populations locales et pour l'irrigation, justement. Par rapport au risque environnemental du dessalement d'eau de mer, justement, c'est le moment de voir et de regarder minutieusement tous les standards environnementaux, et c'est ce qu'on est en train de faire avec tous nos partenaires pour justement limiter au maximum ce risque environnemental, et je peux vous assurer qu'on est en train de le faire d'une manière très minutieuse. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. Je crois qu'on a vraiment dépassé les temps. Et donc, je vous remercie tous pour votre attention et pour avoir été ici jusqu'à la fin de cette table ronde. Je remercie tous les panélistes ici présents et je remercie Monsieur le Secrétaire d'État d'avoir rehaussé par sa présence cette table ronde et pour avoir donné cette importance pour le sujet en question, qui est un sujet important et qui nous travaille tous en tant que Tunisiens. Et toutes vos questions sont tout à fait légitimes. C'est bien d'ouvrir ce débat, mais sachez qu'il y a effectivement un effort global de la part de toutes les parties prenantes pour traiter le sujet comme il se doit, aussi bien au niveau des ministères de l'Environnement et de toutes les instances qui ont un droit de regard sur le sujet. Merci à vous tous et on passe la place pour la table ronde suivante.